Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Je sais pas vous, mais parfois, souvent, être un adulte fonctionnel, c'est quand même pas évident tous les jours. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire un peu cette conférence sur comment être créatif et naviguer un peu le monde en ce moment. Et attendez, c'est pas du tout un bon... Voilà. Pourquoi parler de ce sujet? Je crois que Damien, il m'a donné la transition parfaite. J'ai l'impression que quand même... il y a beaucoup d'interrogations, il se passe un paquet de trucs, il y a beaucoup de changements à la fois dans le monde de la création. Donc je voulais vous parler de comment... Ah, je sais pas comment je fais. Attendez, il faut que je solutionne mon truc là, sinon ça va être un peu embêtant. Présentation. Voilà. Voilà. Du coup, c'est comment on décide de voir le verre à moitié plein. Moi, j'ai vraiment envie de vous partager ce qui a fonctionné pour moi. Donc, c'est un énorme disclaimer. Je dis pas que j'ai raison sur tout, mais peut-être que ça pourra vous donner des pistes de comment appréhender le fait d'être créatif, d'être artiste, et même juste, tout simplement, d'être un humain en ce moment. J'ai l'impression que c'est quand même pas simple tous les jours. Donc voilà, essayez de voir le verre à moitié plein, se concentrer sur les trucs hyper cool, parce qu'il y en a plein en fait. Et voilà. Du coup, on va parler de quoi? Mieux vivre le changement, tous ces changements qu'on est en train de vivre en ce moment, qu'est-ce qui se passe, comment on apprend à mieux les appréhender, comment se reconnecter à sa créativité. Je sais pas vous, alors j'ai l'impression que c'était moins un problème pour toi Damien, mais moi j'ai eu vraiment une phase de waouh, j'ai complètement, pas perdu ma créativité, mais c'est vrai que c'était vraiment compliqué, une sorte de crise existentielle. Comment on s'épanouit sur son parcours pro en ce moment, des pistes, et tout simplement garder la pêche et essayer d'envoyer ces petites énergies à l'extérieur comme ça. Je vais vous faire mon parcours, mais je vais vous le faire en accéléré. Vous allez voir que c'est un sacré bordel, mais comme ça vous comprendrez un petit peu par où je suis passée. Donc moi j'ai fait une formation en design graphique. J'ai fait quoi? J'ai fait un BTS, je crois qu'il paraît qu'il n'existe plus, le BTS com visuel en édition com print, donc pour être directrice artistique. Ensuite, j'ai fait les Gobelins en motion design. Je me suis cassé les dents sur After Effects. J'ai détesté After Effects. Il y a toujours une partie de moi qui a envie d'être motion designer, mais bon, c'est foutu. Après, j'ai bossé un peu en agence. J'ai eu des clients en graphisme et en direction artistique. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout fait pour moi. Parce qu'en fait, il y avait ce côté être toujours derrière un écran qui vraiment mettait... C'était hyper dur. Donc j'ai tout envoyé péter et je me suis donné 1 an pour vivre de la photo. Donc je me suis formée, c'était le début des formations en ligne où on pouvait tout apprendre tout seul et tout. Au bout d'1 an, ça a marché, j'ai ouvert mon studio photo. En parallèle, je faisais vraiment des choses beaucoup plus artistiques où j'ai commencé à vraiment trouver mon style. Ah, il y a un trou là où ça m'éblouit pas, trop bien. Voilà. Donc j'avais mon studio de portrait et en parallèle, je faisais mes créations et... il y avait toujours du portrait et l'idée c'était vraiment de représenter des choses, un univers surréaliste mais plutôt ce que je ressentais des gens. Et voilà. Au bout de quelques années, mon studio s'est mis à fonctionner, c'était cool, je commençais à vraiment gagner ma vie. Évidemment, j'en avais marre, donc du coup j'ai tout envoyé péter. Et là, je me suis dit, j'ai fait vraiment le burn-out où je me sentais malade, j'en avais vraiment marre de la vie à Paris. Et je vous ai mis encore un petit peu mon travail. Ça, j'ai eu de la chance de gagner un prix pour photo de nu de l'année. Voilà, en fait, j'en ai eu marre. J'ai tout envoyé péter et je suis partie vivre à Bali. C'était plutôt cool. Et je me suis donné 3 mois pour pouvoir travailler à distance et gagner ma vie à distance. Là, je suis à Bali, je vis ma meilleure vie. Franchement, c'était trop bien. J'étais pleine de rêves, j'étais au taquet, je travaillais 7 jours sur 7 avec des pauses au bord de la plage. Et il y a Adobe qui m'appelle pour me dire « Est-ce que tu veux venir? On te paye le billet pour venir parler de ton travail en France. » J'étais pas rentrée depuis 6 mois. Adobe qui me donne un billet d'avion pour venir parler de mon taf, c'était genre waouh, le job de rêve. Spoiler alert, c'était en mars, il y a 5 ans. Donc en fait, j'arrive avec mes crop tops et mes tongs, comme ça, tranquille. J'ai laissé toutes mes affaires à Bali et en fait, c'est la semaine où
le Covid a été déclaré, confinement, fin du monde. Je suis restée coincée 14 mois en France. J'ai fait 5 confinements parce que je les ai suivis. J'ai essayé un peu d'aller au Portugal et tout. Bref, l'enfer. Tout ça pour vous dire, voilà, ça c'est le genre de choses que je faisais. C'est de la photo où je travaille beaucoup sur Photoshop. Donc par exemple, Adobe, c'était l'opportunité de venir parler de ça. Et là, du coup, Covid, plus il y a eu, pendant Covid, juste, c'est le moment où il y a TikTok qui a explosé, et là, on s'est mis à consommer du contenu court, je sais pas, moi, c'est une crise existentielle personnelle. Quand on pense que c'est fini, en fait, on se prend l'IA dans la tronche depuis 2 ans. Plus, vieillir, parce que forcément, en fait, j'ai l'impression d'être sortie de ma grotte du Covid. Et là, tout d'un coup, il y avait la Gen Z sur le monde du travail, et je me dis, waouh, mais en fait, ça fait beaucoup plus de gens, c'est chaud. Plus, forcément, anxiété au carré, parce que je me suis trouvée après Covid une sorte d'anxiété généralisée, un trouble d'anxiété généralisée. Bref, c'est chaud, quoi. Je sais pas vous, mais c'est chaud. Donc, en gros, ça part de là, et voilà, je vais vous partager mes petites techniques. Franchement, on pourrait être là toute la journée, de comment un peu surmonter ça, comment aller mieux, et j'espère que ça pourra vous aider. Déjà, ma première leçon de vie, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Tu peux pas être créatif quand t'es en mode survie. Je sais pas si vous connaissez, c'est la pyramide de Maslow qui a défini, qui a théorisé les besoins. Donc en fait, t'as les besoins physiologiques, sécurité, machin. En gros, si t'as pas tes besoins physiologiques, si t'as pas tes besoins de sécurité, tu peux pas être créatif. Je sais pas où vous le placez, vous. Je sais pas si c'est dans besoin d'accomplissement, besoin d'appartenance, ça je pourrais pas le dire, mais tant que vous avez pas votre base, ça marche pas. Donc là, il a fallu accepter que pendant 2-3 ans, j'avais pas ma base. C'était hyper dur, parce que quand on est créatif et que ça fait partie de notre identité, en fait, il me manque une partie de moi, mais en vrai, c'était un peu de la merde ces années-là. Et en fait, c'est ok. Donc la première phase, ça avait été d'accepter qu'en fait, on peut pas être créatif quand ça va vraiment pas. Donc j'espère que vous en êtes pas là, mais si vous en êtes là, franchement, c'est ok. Voilà. Du coup, c'est l'occasion de sortir ma première punchline de Bouddha, parce qu'après 5 ans à Bali, ça laisse 2-3 traces de hippie. De toute façon, il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Donc, voilà, celle-là, je pense qu'il faut se la faire tatouer, s'en rappeler. En fait, de toute façon, le monde, il change, il évolue, et c'est à nous d'être capables de s'adapter, de changer et d'être ok avec ça. Voilà. Du coup, je voulais vous parler de ça. C'était un grand changement dans l'histoire de l'art et je trouve ça hyper intéressant de faire le parallèle. Est-ce que vous reconnaissez ce truc ? Oui. Qui est du coup ? Voilà. Très bien. En fait, c'est la toute première photographie qui a été prise. Donc, c'était 1927. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce qu'en fait, on n'en a pas franchement conscience. Mais depuis toute l'histoire de l'humanité, être un artiste et l'histoire de l'art, le meilleur artiste, le but c'était de représenter la réalité. C'était vraiment la quête des artistes, c'était le peintre, le sculpteur qui allait le mieux représenter la réalité. Alors les thèmes c'était religieux, c'était mythologique, c'était du portrait. Et tout d'un coup il y a un mec qui arrive qui dit « Moi la réalité je peux la photographier ». Ça a tout changé. Il n'y avait plus aucun sens, en fait, de continuer à faire de la peinture comme on la faisait depuis toujours, en fait. Et du coup, peu après, ça a donné naissance aux impressionnistes. Évidemment, il y avait aussi les avancées technologiques qui sont vraiment importantes dans le fait de créer. Mais comme il n'y avait plus aucun sens de représenter la réalité, ils se sont dit, on va représenter nos impressions. On va représenter comment on se sent. Et c'est ce qui est considéré comme le premier tableau impressionniste. Et c'est Monet, Impression Soleil Levant, vous connaissez tous. Mais ça découle de l'invention de la photographie et de l'inutilité de chercher à représenter la réalité. Et je trouve ça fascinant. Et si on va un peu plus loin, en fait, ça a aussi fait naître l'abstraction. Il y avait plus aucun sens de représenter la réalité. Donc si
Moi, j'arrive là avec ma petite crise existentielle et quelque part, en tant que photographe surréaliste qui faisait des trucs sur Photoshop hyper travaillés, quand je vois l'IA arriver, j'ai un peu cette crise de sens de mais en fait, ça a plus aucun sens de faire ça. Donc, c'est ça qu'il va falloir apprendre à gérer et à accepter ce changement, en fait. C'est qu'est-ce qu'on raconte. Est-ce que vous reconnaissez ça? Oui. Ah bah, trop bien. Alors, c'est quoi? C'est presque ça. Ça, c'est un tire-ligne. Alors moi, généralement, quand il y a des graphistes qui sont un petit peu plus âgés, ils reconnaissent tout de suite, parce qu'en fait, avant les ordinateurs, avant ça, même quand il y avait des journaux qui étaient publiés, il y avait un mec dont le taf, c'était de tirer des traits. Mais en fait, c'était pas si longtemps que ça. Donc en fait, notre industrie, elle change, les outils changent. Et c'est ça que j'essaye de vous dire, c'est d'essayer d'être OK et de se dire que finalement, notre créativité et notre manière de s'exprimer, elle n'est pas limitée à un outil. Parce que de toute façon, comme vous voyez, l'outil, il est aussi dans son temps. Et les artistes, ils vivent dans le temps, pas dans le temps dans lequel ils vivent. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, le monde change et aussi on a le droit de changer. Et par exemple, moi, cette identité de photographe que j'ai, je pense que j'ai arrêté de faire des choses parce que je me suis sentie hyper enfermée dans le fait d'être photographe. J'ai pas touché à mon appareil photo depuis 1 an, je sais pas, je pourrais pas vous dire quand la dernière fois j'ai fait une photo, mais pourtant, quand je me présente toujours en tant que photographe. Et finalement, on peut changer, mais c'est hyper dur. On a passé une vie à se construire, à essayer d'apprendre un outil et se dire genre waouh, en fait, je peux être autre chose. Et du coup, dans cette crise existentielle, j'ai fait des petits dessins, alors que je suis pas trop illustratrice et tout, pour représenter comment je me sentais. Donc je vous les ai mis là un petit peu parsemés. Et vraiment, je crois que ça m'a aidé. Donc on n'est pas obligé d'être son outil, mais c'est pas évident, franchement. Par rapport à l'IA, du coup, c'est pour ça que je voulais vous parler du changement. Je pense que c'est important de se faire son propre avis. En fait, on entend tout. J'ai l'impression que c'est la fin du monde. Entre les gens qui trouvent ça hyper stylé, que j'ai du mal à comprendre, et tous les gens qui ont l'impression que c'est la fin du monde, et je me dis, sûrement pas. Je pense que notre rôle, en tant que créatif, c'est de se faire notre propre avis. Et comment on fait ça, du coup? Alors, je sais plus si je suis entourée. Je pense que notre rôle, c'est justement d'expérimenter et de tester les outils. Et pas forcément de dire c'est bien, c'est mal. Je pense que l'année dernière, je vous aurais fait une conférence sur l'IA, ça aurait été hyper différent. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, c'est de toute façon, on ne sait pas ce qui arrive. Les outils, il y en a un nouveau toutes les semaines. Il n'y a personne qui arrive à suivre. Moi, je pense que notre seul rôle en tant que créatif et même en tant qu'humain, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs, c'est d'aller les tester et d'avoir le droit de les aimer, de pas les aimer, mais au moins de comprendre ce changement qu'on est en train de vivre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'était ma conclusion. Donc, ça, par exemple, c'était un truc que j'avais testé et comment, moi, ça m'aide à créer une photo artistique. Et c'est vrai que du coup, le fait de pouvoir générer des éléments surréalistes qui ont pile poil la bonne lumière, exactement la bonne composition, mais en gardant mes idées, j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant. Donc j'ai testé plein de trucs, j'ai pas tout gardé. Je vous ai fait une liste pour ceux qui ont envie de tester des trucs, donc n'hésitez pas à la prendre en photo. Il y a plein d'outils, testez-les. Vous allez aimer, pas les aimer. Moi, j'en ai testé plein. Il y a des trucs, j'ai trouvé ça super nul. Il y a d'autres trucs que j'ai implémentés dans mon flow. Faites-vous votre propre avis. Vous avez vu le drama de cette semaine, c'est Nano Banana Gemini. J'ai une copine qui m'a écrit genre « Oh, Pauline, we are fucked », elle est anglaise. Et j'étais là genre « Bah ouais », et c'est marrant d'avoir ces amis artistes qui envoient un message pour dire « Putain, on est tous niqués, quoi ».
Et en fait, justement, je trouve que céder à la panique, c'est céder à la panique, alors qu'en fait, faut juste tester. Je pense que si elle avait ouvert le truc pour aller tester, elle aurait vu des possibilités qui lui auraient dit, bon bah, est-ce que c'est cool? Est-ce que je garde des trucs? Est-ce que non? Voilà. Du coup, dans ma résolution de l'année, j'arrête d'écouter les rageux. C'est hyper dur. Celle-là, moi, elle est hyper personnelle. Ça m'affecte vachement, tout ce qu'on voit sur les réseaux. Dès qu'il y a quelqu'un qui poste un truc cool, il y a 3 mecs pour dire oui, mais t'as vu, c'est... Ouah. Et ça, je trouve que ça oppresse vraiment ma créativité. Donc ça, c'est... Celui-là, je vais me le faire tatouer aussi pour m'en rappeler. Mais ouais, essayer d'être un peu positif, parce que franchement, c'est... Ouah. Surtout que j'ai remarqué, alors note personnelle, tous les gens que je connais qui ont des belles carrières, qui font beaucoup de choses, ils n'ont pas le temps d'être sur les réseaux à critiquer la planète. Et généralement, vraiment, les gens qui ont un peu de succès, ils ont aussi l'humilité de savoir à quel point c'est difficile et ils vont jamais aller démonter quelqu'un. Ça, c'est vraiment la constante que j'ai notée. Donc voilà, quand vous écoutez, je sais pas... Jean-Michel Rageux sur Internet, en fait, ça vous aide pas, et ça, c'est vraiment, voilà, j'insiste là-dessus parce que celui-là, c'est le mien qui me fait un peu du mal. Et du coup, je voulais vous partager ça, qui était Baudelaire, qui est en fait contemporain de l'invention de la photographie. Alors, on se dit que le mec, il était un peu sensible, il avait compris 2-3 trucs. Ça, c'est des citations pour dire que la photographie, ce sera jamais de l'art et c'est vraiment de la merde. Comme il n'est pas à un paradoxe près, il s'est fait tirer le portrait toute sa vie. Voilà. Donc du coup, je vous laisse tirer votre propre conclusion. En fait, finalement, il y a personne qui peut savoir ce qui va se passer. Et même quelqu'un qui était vraiment un grand penseur de son époque, c'est marrant de voir comment il s'est planté sur la photo, quoi. Donc voilà, celle-là, elle me fait marrer. Et je me suis dit que la meilleure transition pour Baudelaire, c'était que de toute façon, la vie, c'est une souffrance. C'est ma deuxième punchline bouddhiste. Je sais pas si vous connaissez un peu cette théorie de toute façon, la vie, c'est une souffrance. En fait, pour les bouddhistes, la recherche du bonheur, c'est une quête où vous êtes voué à vous planter. Donc, pour eux, dans tous les cas, on va en chier. Et la théorie, c'est autant en chier en faisant ce qu'on aime. Voilà. Je sais pas si ça peut vous aider, mais moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Et du coup, sur cette décision, c'est est-ce que vous choisissez une carrière artistique qui est pas simple, qui est pleine de changements, il y a... voilà. Je sais pas, je pourrais pas vous résumer tous les problèmes d'avoir une carrière artistique, tous ces doutes existentiels, aller se mettre en face des gens, comment gagner de l'argent, comment... tous ces trucs-là. Mais en même temps, ce serait quoi l'autre solution? Aller chercher un job, être en CDI dans un bureau, moi, c'est une souffrance que je peux pas tolérer. Donc, je préfère aller affronter la souffrance de ce chemin-là. Donc voilà, je vous invite à réfléchir, pas en termes de bonheur, mais en termes de quelle souffrance vous êtes prêt à affronter dans votre vie. Renouer avec sa créativité, pour moi, c'est aussi se donner le luxe de s'ennuyer. C'est quand la dernière fois que vous êtes vraiment ennuyé? En fait, se donner l'espace de rien faire, c'est devenu le truc le plus précieux, quoi. J'ai l'impression qu'on est tout le temps submergé par les notifications, les réseaux, les trucs. C'est hyper facile de se perdre, justement, quand je parlais des réseaux, des contenus courts. Je trouve que moi, ça a vraiment influencé ma créativité négativement, parce qu'en fait, je suis noyée, je suis submergée sous tellement de choses que cet espace, il est devenu hyper précieux, quoi. Donc essayer de se redonner l'espace pour s'ennuyer, c'est aussi se donner l'espace pour penser des nouvelles idées, tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait ça? Déjà, allez voir vos temps d'écran. Si vous êtes vraiment en train de me dire, oui, mais moi j'ai pas le temps, vraiment, je suis débordée, allez regarder sur Instagram, vous avez un onglet temps passé.
vous allez vous rendre compte des dégâts. Et là, je vous garantis que tout le monde a au moins 1 heure par jour. Donc, il y a Héloïse. Bon, Héloïse, c'est un peu ton travail parce qu'elle est influenceuse, mais quand même, vraiment, en fait, ça vous vole du temps, on n'en a vraiment pas conscience. Moi, j'ai fait un truc bizarre. Mon téléphone est en noir et blanc. Il paraît que ça le rend vachement moins addictif. Et sinon, vraiment, je comprends cette idée de rester, de consommer des choses. Enfin, c'est trop bien. Moi, je suis devenue photographe grâce à des gens qui partageaient des trucs en ligne, quoi. Donc, je sais la valeur que ça a. Au moins, consommer du contenu long et prendre son iPad, faire des trucs, gribouiller, faire des choses en même temps. Et pas juste être là, être un cadavre sur son canapé. Ça, je pense que ça va être important de réclamer cet espace, en fait, qu'on a perdu. Créer pour rien. Je sais pas vous, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai commencé mes études. Ça fait un bout de temps que j'avais pas créé quelque chose pour rien. Je vous mets ces petites illus parce qu'en fait, je les avais créées pour rien. Juste pour moi, juste pour pas les montrer. Bon là, en fait, je les sors, mais je les ai pas faites dans ce but-là. Donc juste se donner le luxe de créer pour rien. Ouah, c'est pareil, je pense que c'est un luxe qu'on s'autorise pas assez. Expérimenter et bidouiller avec les mains, je pense que quelque chose qui m'a aidée, moi je suis vraiment très forte en Photoshop et ça a été de juste sortir de l'écran et recréer quelque chose comme ça en découpant du papier, en prenant le temps parce que ça prend du temps aussi, c'est hyper méditatif. Donc j'en profite pour vous dire que j'ai un petit workshop photomontage cet après-midi, vous êtes tous les bienvenus. Si vous voulez juste bidouiller des trucs et s'amuser un peu, voilà. Parfois, je pense que quand je suis complètement débordée par les réseaux sociaux aussi, je sais plus trop qui je suis. L'algorithme me nourrit de trucs et je fais pourquoi je regarde ça en fait. Et parfois, juste le temps de reconnecter à ce qu'on aimait, les premières œuvres qui nous ont pris aux tripes, ça peut vraiment aider à se reconnecter à sa créativité, je pense. Moi, je vous ai mis Orange Mécanique sur lequel je suis tombée sur Arte quand j'avais 11 ans. Je crois que je me rappelle toujours de ce choc. Donc voilà, essayez d'aller vous reconnecter à ces œuvres-là. Je pense que ça permet de réaligner un peu le bidou aussi. Construire son projet sur des vraies relations. Pourquoi je vous ai mis cette photo ? Ça, c'est une de mes créations préférées. C'est vraiment un truc où j'étais très fière de ce que j'avais pu représenter et c'était exactement comment je me sentais. J'avais un compte Instagram, j'avais genre 10 000 followers. J'ai perdu mon compte du jour au lendemain parce qu'il y a un téton sur cette image. Voilà. Donc, aucun appel, aucun recours possible. C'était il y a 3 ans et je pense que ça a participé à ma crise existentielle. Genre, mais, ok. Et finalement, ce qui a été assez cool et assez incroyable, c'était que comme j'ai beaucoup basé ma carrière sur des vraies relations, sur des gens que je connais vraiment, que j'aime vraiment et qui j'espère m'aiment vraiment, finalement, c'était pas si grave. C'était une grosse question existentielle, mon terme de créativité et à quel point j'enferme ma créativité dans ces guidelines de Instagram. Mais finalement, quand on base sa carrière sur des vraies relations, sur des vraies connexions et pas sur juste des followers, c'est ça qui compte le plus, quoi. Alors, si vous aimez les réseaux, j'ai aucun problème avec ça. Si vous aimez pas les réseaux, il y a d'autres moyens de se faire connaître. Mais surtout, il faut toujours baser sa carrière sur des vraies rencontres et des vraies connexions. Ne pas créer uniquement pour Instagram. Bon, du coup, après, ça m'a mis un peu en colère. Et j'ai fait ça m'a fait du bien. Je me suis dit, de toute façon, quitte à perdre son compte pour nudité. Voilà. Mais en fait, ça nous enferme tellement dans ce carcan de l'Instagram, on s'en rend même plus compte. Donc, essayez de créer pour rien, pas créer pour les réseaux qui sont vraiment très très sévères, on s'en rend pas compte, mais juste pour soi, pour partager, pour mettre en galerie, ce genre de choses, c'est hyper important. Il y a un truc qui m'énerve, je sais pas vous, mais il y a tout le monde
qui va te dire genre pour que ça marche, il faut être soi-même. Ouais, alors moi franchement, je sais toujours pas qui je suis perso. Donc c'est toujours un peu une crise existentielle, genre ouais, il suffit d'être soi-même pour que ça marche. Genre ouais, en fait, rien que ça, franchement, c'est un peu compliqué. Donc c'est plutôt se connaître soi-même et accepte qui on est, on change ce qu'on peut changer, accepter ce qu'on peut pas changer, ce sera ma 3e punchline bouddhiste. Et voilà, connaître un peu ses super pouvoirs, connaître ses limites. Je pense qu'en tant que créatif, ça c'est... J'ai mis tellement de temps à faire ça, à repousser mes limites, à me cacher, à pas montrer qui j'étais, que vraiment c'est ça qui peut vraiment vous aider dans votre carrière. Et essayez d'être... Ouais, c'est hyper dur. Être soi-même, c'est hyper dur, mais c'est avec ça que les gens vont vraiment connecter. Donc vraiment... Je pense qu'aussi on vit à une époque où tout le monde peut être soi-même et il y aura quelqu'un pour tout le monde. Je sais pas vous, mais la semaine dernière, j'ai essayé d'acheter un canapé. Il y a des influenceurs canapés, quoi. Genre vraiment, vous pouvez tout faire. On a une époque, on peut tout faire. Donc vraiment, si vous êtes dans une niche un peu spéciale, je pense ne pas hésiter d'aller parler de ça et de parler de votre passion. Ça, c'est vraiment peut-être un truc du super pouvoir de notre époque, c'est que il y a 10 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas ça, quoi. La perfection, c'est un peu nul. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est hyper dur. C'est ma souffrance du moment. Je sais pas, je pense que quand on est débutant, on a l'impression que tout ce qu'on fait, c'est nul parce qu'on n'est pas le faire. Et finalement, après 15 ans dans le métier, on a l'impression que si on poste un truc nul, c'est chaud. Tout le monde va nous juger, ils vont dire mais attends, c'est pas censé être ton taf, bichette, pourquoi ta vidéo c'est vraiment de la merde. Et je vous parle de ça parce que du coup j'ai lancé mon YouTube il y a 3 mois et ça a été un apprentissage de laisser partir la recherche de perfection. Donc il y a rien qui est parfait. Vraiment, toutes mes vidéos elles sont floues, le son marche pas, il y a pas de thumbnail et tout. Mais juste faire en sorte que ce soit une pratique et pas essayer de chercher la perfection et de sortir le truc quand c'est parfait, parce que sinon, de toute façon, elle sortira jamais, la chaîne, soyons honnêtes. Mais juste de se dire, ok, toutes les semaines, je fais un truc, peu importe s'il n'y a pas de son, peu importe s'il n'y a pas la bonne lumière, s'il n'y a pas machin, que je dis n'importe quoi. En plus, j'ai fait en anglais avec un accent français, mais c'est n'importe quoi. Mais et vraiment, c'était horrible. Poster les vidéos, ça me rend malade à chaque fois. Mais j'ai l'impression qu'en s'exposant comme ça à nos angoisses, en fait, clairement c'est exposure therapy, c'est comme ça que ça va aller mieux. Donc privilégier le fait d'avoir une pratique régulière au lieu d'essayer d'aboutir à la perfection. Et ça, franchement, c'est hyper dur. Vraiment, c'est chaud. Je vois des têtes qui acquiescent. Vraiment, c'est le plus dur que vous pourriez faire, mais c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Les clients veulent travailler avec des vraies personnes, pas seulement une liste de compétences. Et je mets la transition avec ça parce que, en fait, finalement, nous, on a l'impression qu'il faut être parfait, qu'il faut tout savoir, qu'il faut être au taquet de tous les logiciels et tout. Donc là, avec la flopée de trucs qu'il faut savoir, on ne pourrait jamais s'en sortir. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Les clients, c'est des gens, et c'est des gens qui connectent avec notre histoire. Avec qui on est, est-ce que ça les touche, ce qu'on a raconté, qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et c'est ça en fait qu'ils veulent, c'est un autre être humain. Et je pense qu'à l'ère de l'IA, on va avoir énormément besoin de bosser avec d'autres êtres humains, encore plus quoi. Et inversement, les clients veulent peut-être bosser avec des vrais humains, mais moi aussi. En fait, maintenant, je veux juste travailler avec des gens qui sont alignés avec mes valeurs. Je veux juste travailler avec des gens sympas. Et c'est plus négociable le reste. Donc oubliez pas ça en fait. C'est pas juste être parfait, avoir une liste de compétences, un portfolio de dingue, si vous n'êtes pas capable de connecter et de parler avec quelqu'un et d'être un peu passionné dans son projet et de vouloir vraiment l'aider. Pour moi, c'est ça qui fait la différence avant tout. Et justement, moi, je vous ai dit que je voulais pas une liste de compétences, donc je me suis dit, je suis pas un paradoxe près, je vous ai mis une liste de compétences. Je pense que la vraie différence, surtout avec l'IA, parce que
tout le monde va devenir des grosses quiches à ce niveau-là, parce qu'en fait, l'IA, ça fait pas ça pour nous. Je pense que vraiment la différence, c'est les soft skills. C'est ça qui va faire votre différence dans votre carrière. C'est pas être le meilleur, c'est pas avoir le meilleur portfolio. Si vous êtes capable de faire quelques trucs sur la liste, vraiment, c'est ça, et vous allez passer devant 95% des gens. Je vous ai pas parlé de ça, mais en fait, j'ai travaillé pour Adobe et j'ai présenté les Adobe Live sur la chaîne YouTube pendant 3 ans. J'en ai fait 250 et j'ai interviewé 150 créatifs. J'étais venue à la base en tant que créatif pour parler de mon travail et après ils m'ont dit « Ah mais tiens, tu veux venir faire les interviews ?» Je peux vous assurer que tous les créatifs qu'on a reçus, ils ont ces listes-là. En fait, il y a tellement de créatifs, il y a tellement de gens qui font du taf incroyable, mais il y en a peu qui sont capables d'en parler, qui sont capables de communiquer, qui sont hyper contents d'être là et tout. Ça, c'est vraiment la différence, quoi. Donc, voilà. Et je pense encore plus avec l'IA, plus personne va être capable de faire ça. Ça va devenir une vraie qualité, je pense. Gagner plein de thunes. Ça, c'est quand même important, parce que sinon, on s'en sort jamais. Une vie créative, c'est très bien, mais si on gagne pas d'argent, c'est chaud. Donc quand même, le but, c'est aussi de gagner sa vie. Je peux vous assurer que, bon, ça reste un peu la montagne russe. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est que quand je suis sortie de l'école, j'avais l'impression que être créatif, c'était surtout soit une prestation de service, être embauché ou une agence, ou comme tu disais, faire des fresques, être embauché par quelqu'un, ou réaliser des commandes. Oui, c'est plutôt réaliser des commandes, du coup, être en free et faire ces trucs. Donc, généralement, on nous avait pas appris à bosser dans le monde du travail à l'école, et généralement, ils nous décourageaient d'un temps free parce qu'ils étaient là, genre, de toute façon, c'est chaud, vous avez besoin d'apprendre le monde du travail. Mais, dans tous les cas, on n'en savait rien. Finalement, je me suis rendu compte, après 15 ans, qu'on peut diversifier vraiment ses revenus, et il y a énormément de moyens de gagner de l'argent dont on nous a jamais parlé. Je vous ai mis une liste qui est pas exhaustive et j'espère que ça vous donnera des idées. Il y a énormément de choses. Celles que j'ai biffées, là, j'ai mis des petits ronds. Moi, par exemple, c'est toutes celles que j'ai exploitées, testées, plus ou moins approuvées. Je voulais vous mettre, par exemple, j'ai vendre mes photos et mes vidéos sur des banques d'images. Alors moi, là, j'ai une slide ne pas écouter les rageux, mais finalement, quand j'y pense, le plus gros rageux, c'est moi à l'intérieur de moi-même. Parce qu'en fait, il y avait quand même quelque chose qui me disait « Non, mais c'est nul, je vais pas mettre mes trucs sur des stocks d'images, quoi, je vaux mieux que ça. » Et finalement, pour la petite histoire, il y a 3 ans, je me suis acheté un caisson sous-marin pour faire des photos et de la vidéo sous l'eau. Et du coup, j'y connais rien, il faut que j'apprenne mon outil. Bon, j'étais à Bali, donc c'est facile d'avoir une piscine. Et là, je m'entraînais à faire des vidéos sous l'eau avec des modèles pour faire des trucs artistiques. Mais je savais que j'allais rien en faire. À tout hasard, j'ai mis ces vidéos, qui étaient un après-midi fun à Bali à faire des vidéos sous l'eau, je vous le rappelle, sur un site de stock. J'en suis à 5 000 € de revenus passifs pour des après-midi fun avec des copines à faire un truc cool. Donc parfois, en fait, moi j'ai l'impression que je suis un peu trop médisante sur des trucs, alors qu'en fait, il suffirait juste de les poster et de voir si quelqu'un les achète. Donc ça, c'était vraiment une leçon. Ça fait 2 ans que j'ai rien mis dessus et tous les mois, j'ai un petit virement qui tombe, c'est quand même hyper cool. Donc c'est pareil, faire des templates, voilà, ce genre de choses. À notre époque, incroyable, voir le verre à moitié plein, il y a quand même tout ce truc d'influenceurs, de réseaux sociaux et d'être capable de créer des choses soi-même. Avant, en fait, moi quand j'ai terminé mes études, on finissait en agence, quoi. Voilà, en fait, vous pouvez être votre agence à vous tout seul. Et les marques peuvent venir vous voir pour créer quelque chose qui est dans votre style, dans votre patte, chez vous. En fait, c'est assez dingue. J'ai l'impression que le gâteau, il s'est fait découper en plein de petits morceaux. Alors, ceux qui avaient le gros gâteau, mais généralement, c'était quand même des gens... voilà, forcément, ils vont dire c'est la fin du monde et ça va pas bien. Mais au final, pour les créatifs, il n'y a jamais eu autant d'opportunités. Et voilà, c'est pareil. Moi, j'ai fait 3 ans à distance à Bali.
Enfin, à quel moment de l'humanité c'était possible? C'est quand même incroyable. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider à voir qu'en fait, il y a plein de choses de positives. Les opportunités sont partout. Il y a plein de choses. Et j'ai remarqué, c'est quand même surtout quand je sors de chez moi, parce que généralement, j'ai quand même une tendance à rester roulée en boule toute la journée, à me dire que le monde va mal. Mais dès qu'on déconnecte un peu et qu'on va voir des vrais gens, c'est là qu'il y a les opportunités. Je vous ai mis des petites listes. Participez à un super festival, c'est trop bien. Déjà, vous êtes là, donc vous allez pouvoir rencontrer plein de gens. Et franchement, je pense que c'est le plus important. Moi, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que bosser des coworking ou dans des cafés, c'est Damien aussi qui parlait du fait d'être hyper isolé dans sa pratique. Et il y a un moment, quand j'habitais encore à Paris, je me sentais tellement seule devant mon ordi. Et je me suis forcée à aller un peu dans des coworking et j'allais à la Gaîté Lyrique à l'époque, donc c'était beaucoup de créatifs en plus. Un jour, j'arrive, c'est blindé. Il n'y a pas de place dans le café, c'est le café bibliothèque. Je regarde autour de moi, je vois un mec qui a l'air sympa, je me dis, je peux me mettre là? On commence à parler, c'est un motion designer, la connexion créative instantanée. Et là, en fait, il a été interviewé par Adobe. Et je le regarde, je fais, ouah, c'est trop bien, comment t'as eu ce truc? Et le lendemain, du coup, j'ai eu l'interview par Adobe, j'ai eu les contacts et c'est comme ça que ça a commencé. Et finalement, 2-3 ans après, j'ai été gardée pour présenter l'émission. En fait, c'est assez dingue. Je me suis juste mis à la table d'un mec dans un coworking. Donc dès qu'on sort de chez soi, en fait, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et je pense que c'est vraiment important. Donc là, c'est trop bien, c'est un festival, vous avez plein de gens à rencontrer. Et n'hésitez pas à aller parler à tout le monde, à présenter votre taf, à demander des avis sur votre portfolio, aller voir les gens qui vous inspirent, demandez-leur comment ils ont fait pour arriver là. Enfin, en fait, il y a plein de choses. Soyez curieux des autres gens. Voilà. Quand on est aligné, les planètes s'alignent. Moi, j'ai remarqué aussi que beaucoup de fois dans ma vie, quand j'étais pas très alignée, alors déjà, c'est un peu genre, ça va pas trop. Et là, les projets, ils viennent pas, Et c'est exactement comme cette histoire de coworking. J'ai l'impression que quand je sais ce que je veux, quand je montre mon travail, qui est le bon travail, généralement, ça va mieux. Généralement, on m'appelle pas pour des trucs que j'ai pas envie de faire. C'est assez différent, c'est assez magique. Mais voilà, le fait d'être aligné dans notre carrière, dans notre créativité, c'est ça qui change tout. Donc là, vous me regardez genre, ouais d'accord, mais comment on fait pour être aligné? Du coup, je crois que j'ai fait une slide après. Comment on s'aligne? Voilà. On est clair avec soi-même et ce qu'on veut. Je pense que toute ma vie, j'ai eu hyper peur de mes rêves. Et j'ai passé beaucoup de temps à faire des zigzags dans ma carrière parce que j'osais pas. Je me disais qu'il fallait faire ce que je pensais que je devais faire. Mais en fait, pas forcément. Je vous ai mis ce petit texto qu'un pote m'a envoyé il y a pas très longtemps pour me dire « Ouais, tu veux photographier un mariage ?» Et en fait, déjà, ça me fascine que des gens voient mon taf et se disent que je serais la bonne personne pour photographier leur mariage. Je me dis « Waouh !» Et en fait, je suis pas du tout alignée avec ça. Et du coup, vous avez 2 solutions quand c'est comme ça. Si on vous propose du taf et que vous avez besoin d'argent, vous le faites, mais vous le dites pas, vous le montrez à personne, vous enquichez vos chèques, vous dites merci, c'est trop bien, vous faites le meilleur service possible, mais vous le montrez pas. C'est ça. Et c'est ok de temps en temps de se faire un mariage pour gagner 2000 €, c'est pas moi qui vais cracher dessus. Par contre, on le montre pas. Tout ce que vous montrez, c'est ce que vous avez envie de faire. Je me rappelle d'un photographe qui disait waouh, ouais, ça me saoule, j'ai que des femmes enceintes qui m'appellent pour faire des shootings. Ouais, je regarde sur Instagram, c'était que des femmes enceintes. En fait, il y a un moment où il faut montrer ce pourquoi vous avez envie de travailler. Au début, ça prend du temps parce que les gens vous appellent pas forcément pour ça, mais c'est vraiment la persévérance qui compte. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a aussi qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, qu'est-ce qui vous passionne et qu'est-ce qui vous draine et qu'est-ce qui vous épuise. Et juste être capable de remarquer ça, ça va vraiment vous aider.
Comme on sait que c'est très 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 important, c'est que ça fait très 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 peur. Voilà. Donc maintenant, quand j'ai quelque chose qui me fait hyper peur, et je le prends comme une boussole. Je me dis, ouais, c'est que ça doit être vachement important pour moi. Donc maintenant, la peur, c'est plutôt une pote en fait. C'est ouais, ça me terrifie vraiment, c'est que ça compte vraiment, c'est qu'il faut que j'aille dans cette direction. Ça a l'air hyper contre-intuitif, mais rappelez-vous, la vie c'est une souffrance. Donc de toute façon, on le sait quoi. Voilà. Moi, je vous invite vraiment, c'est ça qui fait la différence aussi, de faire attention à votre entourage, de vous entourer des gens qui vous donnent envie de créer, qui vous donnent des petites paillettes dans les yeux. Vous avez l'impression que tout est possible quand vous êtes avec eux. Entourez-vous des gens qui ont déjà fait ce que vous avez envie d'accomplir. Entourez-vous de toutes ces personnes-là qui savent que c'est possible, qui l'ont déjà fait, et même si vous, dans votre cœur, vous vous dites genre non mais c'est pas possible, j'arriverai jamais à vivre de mon truc, et trouvez des gens comme ça, et vous allez, en fait, petit à petit, vous allez voir que, en fait, c'est possible. Ça paraît bête, mais vraiment, je pense que c'est ça. Si ici, là, c'est hyper bien, c'est que vous êtes dans un endroit où il y a plein de gens qui ont fait ça, donc vous allez pouvoir en trouver plein. Et sinon, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre des gens qui le font déjà. En fait, on peut aussi suivre des gens qui nous envoient des bonnes ondes. Il n'y a pas que la fin du monde sur des réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui sont hyper optimistes, hyper positifs, qui montrent ce qui est possible. Et je pense que avoir cette démarche d'être... de vraiment choisir ça, c'est hyper important. Ah, je crois qu'il est fini. Voilà. La créativité, c'est pas une compétition. C'est hyper difficile d'être créatif. Moi, je trouve que c'est hyper difficile d'être créatif quand on se compare. On a cette chance d'avoir un métier où il n'y a pas de compétition. Moi, je suis juste trop contente quand mes amis font des trucs et ça m'inspire. Et je trouve que on a cette capacité, ça peut vraiment nous nourrir. Et la créativité, c'est un marathon. Ça prend du temps. Et je pense que vous avez vu Damien qui vous a parlé aussi de son parcours. Ça prend du temps. C'est pas... alors, avec les réseaux là qui durent 3 secondes, on a l'impression qu'il y a plein de gens qui font plein de trucs et que ça allait très très vite et que leur process créatif il est hyper rapide. C'est pas vrai. Donc prendre le temps de respirer et de se rappeler que ça prend du temps, c'est un marathon, c'est les montagnes russes. Des fois, il y a des crises existentielles qui durent 2 ans. Parfois, on est hyper trendy. Parfois, comme moi en photo, j'avais l'impression d'avoir trouvé mon style et finalement, je me suis sentie enfermée dedans. En fait, c'est plein de challenges, ça prend du temps, c'est pas un sprint. Donc, tranquille, quoi. Le chemin, il arrive doucement et c'est OK. J'aimerais finir sur le fait que être optimiste, en fait, j'ai l'impression que mon optimisme, il y a plein de gens qui le prennent un peu de haut, genre ouais, mais t'es pas très réaliste et tout. En fait, c'est hyper dur d'être optimiste. C'est hyper dur, c'est hyper courageux. Dans le monde dans lequel on vit, croire en ses rêves, mais c'est tellement important. Et je pense qu'on a besoin d'envoyer plus ça, d'avoir plus de gens optimistes. Et aussi, moi je pense que notre rôle en créateur, c'est d'imaginer le monde de demain, c'est d'imaginer des possibilités. Et je pense que là, il y a plein de trucs mieux à imaginer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc tout ce qu'on fait, ça a de la valeur. Vraiment, c'est important. C'est à nous de faire en sorte que les gens aient plus d'imagination sur leur vie de demain. L'IA, tous ces trucs-là, c'est à nous d'en faire un truc bien. On va arrêter de laisser notre pouvoir aux multinationales, à tous ces trucs-là. En fait, c'est à nous de faire en sorte que ça se passe bien et que ça soit cool. Et ouais, c'est hyper, hyper dur. Mais bon, ça va aller, parce que de toute façon, la vie, c'est une souffrance, mais on est quand même un peu optimiste. Donc, voilà. Merci à tous. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop assommé. Merci d'avoir écouté ça. Et puis, si vous avez des petites questions, je suis là.